Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la suppression et l'abrogation du décret relatif à la création de la Commission nationale de migration de l'analogique au numérique, le gouvernement a dissous cette structure en Conseil des ministres de ce jour. Jean-Pierre Bemba, à nouveau condamné par la Cour pénale internationale. L'instance a rendu ce mercredi un verdict qui déclare l'ancien vice-président congolais coupable de subornation de témoins. Trump versus Clinton, les deux candidats républicains et démocrates à la présidentielle américaine ont à nouveau rendez-vous cette nuit pour un autre face-à-face télévisé. Le troisième et dernier débat du genre aura lieu à l'Université du Nevada. Plus de commission nationale de migration de l'analogique vers le numérique, le gouvernement a choisi de la dissoudre. La décision a été prise ce jour même à l'occasion de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement du président Patrice Talon. C'est ce que nous rapportent Loris Frédéric Davor et Fréjus Fiossi qui ont suivi le point de presse post-Conseil des ministres. La commission sera remplacée par un comité de transition à la télévision numérique terrestre avec un effectif plus réduit. Autre décision issue de ce Conseil des ministres, la simplification des procédures d'immatriculation des véhicules. Vous suivrez un extrait de ce point de presse au cours des prochaines heures. Actualité d'une autre institution de la République, l'Assemblée nationale. Le dernier rapport d'activité du président de cette institution y a été adopté ce mercredi. Il présente les grandes actions du Parlement durant la période comprise entre le 1er avril et le 30 septembre 2016. Amel Didier Nkwenouji et Romar Devoshi pour le point. Ce rapport d'activité couvre la période du 1er avril au 30 septembre 2016 et renseigne sur les grandes actions menées tant au plan législatif que sur la diplomatie parlementaire. Le président de l'Assemblée nationale, Maître Adrien Ngwedi, a fait le point exhaustif résumé qu'il a fait connaître à la plénière. Je salue par ailleurs la sérénité, l'engagement et le sens élevé du devoir de l'ensemble des députés qui nous ont permis de remplir pleinement notre mission. Je me réjouis surtout de l'assiduité et de la ponctualité qui se sont améliorées au cours de la période de référence, comme l'indiquent les statistiques. Notre sérieux et notre ardeur au travail nous ont permis d'examiner et d'adopter plusieurs lois, de mettre à la disposition du gouvernement d'importantes ressources financières et de traiter des nombreuses préoccupations nationales. Nous ne devons pas relâcher les efforts, nous devons au contraire continuer de travailler avec esprit de responsabilité et de tolérance. Je vous invite donc à perpétuer dans nos comportements la ponctualité et l'assiduité à nos travaux afin de nous permettre de remplir notre mission dans l'intérêt supérieur de la nation. Les députés ont pris la parole dans leur ensemble pour féliciter la conception et le contenu de ce troisième rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Et lorsqu'on fait une juxtaposition entre ce rapport et l'élégant discours que vous avez tenu hier, on voit la profondeur de votre action à bien conduire ce Parlement. Ce que je note, je pense que c'est le résultat de votre leadership personnel. Fait le témoignage de cette bonne ambiance que je note au niveau de la représentation nationale et je constate que votre leadership y participe énormément. Je vais voter le rapport et je suis sûr que très facilement ce rapport sera adopté. Compte tenu, il faut apprécier aussi la manière dont les débats sont dirigés et le sentiment qui pourrait animer tous les députés ici dans l'hémicycle. Monsieur le Président, nous sommes satisfaits. J'aimerais citer, entre autres, Monsieur le Président, l'étude et le vote des lois qui a beaucoup progressé, la modernisation de l'Assemblée nationale, du travail parlementaire, je voudrais dire, l'amélioration des conditions de travail des députés et du personnel. Quelques préoccupations sont ressorties pour plus d'éclaircissements. La réalisation d'une clôture massive à l'instar de l'existant du palais des gouverneurs sur l'esplanade avec la protection, ainsi de suite. Je n'ai pas bien compris. J'ai voulu savoir si l'esplanade va être clôturée comme le Parlement et si cela était vraiment nécessaire.
la mise en place d'un bloc médical avec équipement au palais des gouverneurs. C'est le paragraphe qui suit. Ça, je ne sais pas si c'est déjà fait et où cela se situe. C'est par rapport au dossier assurance retraite. C'est un dossier depuis la 6e législature. Monsieur le Président, il y a une injustice flagrante que je crois que nous sommes en train de dénoncer depuis la 6e législature, mais c'est resté jusqu'à présent comme ça. Le sort réservé à la construction du siège de l'Assemblée nationale à l'entrée du Porto Novo a préoccupé l'honorable Augustin Aronvoebla. Je sais que vous avez déjà beaucoup fait, mais s'il y a encore quelques réglages qui nous permettraient de disposer des députés de mon siège, ce ne serait pas mauvais. Donc je vous prierai de voir ce que vous pouvez faire pour que véritablement au cours des discussions particulières, notamment avec les 2 ministères concernés, que nous puissions régler définitivement la question du siège de l'Assemblée nationale. Le rapport d'activité soumis au vote a été adopté à l'unanimité des députés. Et on retourne au palais de la présidente de la République. Je vous promettais un extrait du Conseil des ministres pour les prochaines heures. On l'aura finalement plutôt suivi. Mise en affermage des hôpitaux de zone de Djidja, Kové et Djougou. Pour des raisons d'efficacité, de performance et d'efficience, le Conseil a décidé de la mise en affermage des 3 hôpitaux de zone. Le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances à l'effet de lancer l'appel d'offres en vue de la sélection d'un partenaire privé de référence sur la base, bien entendu, d'un dossier d'appel d'offres. Cession intégrale des 6 usines de transformation de produits agricoles et des rizeries de Glazoué et Malanville. La transformation locale des produits agricoles est une exigence dans la dynamique économique de notre pays qui a initié un programme d'installation de 6 usines dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion et de mécanisation agricole. Il s'agit des usines de Pomassé, Alada, Zapota, Banté, Parakou et Natitengu et des 2 rizeries installées à Malanville et à Glazoué. Il avait été mis en place en juin 2013 par décret pris en Conseil des ministres une commission nationale de migration de l'analogique au numérique. Et cette commission avait pour mission l'orientation, la coordination et le pilotage des actions destinées à assurer le passage de la radiodiffusion analogique terrestre à la radiodiffusion numérique terrestre. Après une évaluation des travaux réalisés par la commission et des tâches qui restent à accomplir, et pour plus d'efficacité et de synergie, le Conseil a décidé de mettre fin à l'existence de la commission et de créer un comité de pilotage de transition à la télévision numérique terrestre de taille plus réduite. Le Conseil a ainsi abrogé le décret du 25 juin 2013 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de migration de l'analogique au numérique, et le Conseil a pris en même temps un décret portant création, attribution, organisation et fonctionnement du comité de pilotage de la transition à la télévision numérique terrestre. Propos recueillis par Loris Freddy Davor et Fréjus Fiossi, et toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce extrait. Interdiction de circulation à moto dans des marchés de Cotonou, déguerpissement des habitants, des terres pleins centraux, les actions du préfet du littoral, vous le savez, n'ont laissé personne indifférent. Il n'en fallait pas plus pour que certains habitants du département disent de leur préfet qu'il est en train de nettoyer la ville
Il trouve aussi ces actions louables. Les ressentis sur le sujet, vous allez noter, sont on ne peut plus positifs. On les écoute. Je crois quand même que les actions de Tobola sont saluées en ce sens qu'il n'a pas manqué quand même de prendre des initiatives qui se font déjà sentir sur le terrain, dont les résultats quand même étaient quand même très attendus par le peuple béninois, notamment la population de Cotonou. Il faut souligner aussi qu'une autre action qui a peut-être fait mal parler de lui, c'est sa ligne imaginaire rouge qu'il avait inventée à l'époque. En tout cas, une ligne qui lui permettait quand même d'interdire aux étudiants de marcher, peut-être pour aller délayer à la vol au ministère de l'Enseignement supérieur. Il faut souligner aussi au passage que, toujours dans le cadre de sa gouvernance, je crois quand même avoir entendu qu'il a fait sortir un arrêté préfectoral qui désormais autorise les citoyens béninois à aller faire les emplettes dans les supermarchés à raison de 50 000 francs pour les personnes physiques et plus de 100 000 francs pour les personnes morales. Tobola, le préfet du littoral, est aussi à saluer en ce sens qu'il a pris des initiatives qui pourront, dans les jours à venir, permettre à notre ville économique, je vais dire Cotonou, de booster un tant soit peu sur le plan économique. Et il est en train de nettoyer Cotonou. Et toutes ces initiatives sont louables. Si c'était Tobola qui était à la préfecture de Cotonou depuis lors, Cotonou serait changé de visage. Et vous voyez, la jeunesse est très ambitieuse. Il a prouvé son talent en tant que jeune pour l'innovation et le développement de la commune, du département qu'il dirige et qui n'a qu'une seule commune. Et ce département est un département qui regorge tous les problèmes de ce pays, le Bénin. L'insalubrité, l'insécurité grandissante, tout et tout. Il a su gérer ce qu'il peut faire de son mieux. Mais nous sommes dans un pays où le Béninois veut quelque chose de bon et en même temps son contraire. Je pense qu'il y a de l'ordre, même si les gens disent que c'est exagéré. Je crois que maintenant, si les gens estiment que c'est exagéré, il faut une concertation entre le préfet et les autorités locales pour faire en sorte que l'ordre que le préfet souhaite soit respecté. Et je crois que c'est une bonne chose. L'autre chose, c'est que je constate que les panneaux d'interdiction de circulation qu'ils mettent, ils n'indiquent pas ils ne donnent pas des indications pour permettre à ceux qui viennent là pour la première fois de savoir qu'on refuse de circuler par exemple à moto ou à voiture. Éducation, cela ne vous avait pas échappé, la diffusion d'un communiqué appelant certains chefs d'établissement du supérieur à se mettre en règle vis-à-vis de leur ministère de tutelle. Le communiqué présentait de façon implicite ces établissements comme n'ayant pas satisfait un minimum de conditions pour l'exercice de leurs activités. Aujourd'hui, cela suscite étonnement chez certains chefs d'établissement. Vous allez les entendre, ils ont du mal à comprendre la pertinence de la décision du ministère de l'Enseignement supérieur. Il s'est susurré de bouche à oreille que le ministère de l'Enseignement supérieur veut procéder à la co-signature des diplômes qui sont déposés. Et pour valider les dossiers qui ont été déposés, le ministère a demandé à ceux qui ont déposé des dossiers d'envoyer la liste des enseignants ainsi que les PV de soutenance. Ce qui, a priori, me paraît normal. Mais on ne le faisait pas avant. Ça fait longtemps que l'État co-signe les diplômes. On a un dossier qu'on fournissait et on signait. Brusquement, on s'est laissé entendre que désormais il faut envoyer. C'est rien de grave. Alors, mais quand on vous envoie, du point de vue de l'administration, puisque l'administration, dans ce que j'appelle la rédaction administrative, eh bien, on doit avoir certaines caractéristiques, notamment la clarté et la précision. Bon, on a envoyé à un moment donné, il y a de cela 2 semaines, une lettre pour demander de fournir un dossier qui va comporter la liste des enseignants ainsi que les PV pour finaliser les dossiers qui sont en instance, sans donner une date à laquelle on devait envoyer ces informations-là. Donc les écoles en ce moment sont en train de rentrer, ils sont très occupés. Mais on a été surpris de constater que sans qu'on ait donné une date, on sort un communiqué pour dire que bon, l'autre seront suspendus si on n'avait pas de dossier à une date donnée. Vous voyez, c'est ça qui justifie qu'il n'y a pas la neutralité de l'administration, il n'y a pas la transparence. Et c'est ça qui fait que nous avons été très surpris
Mais il est évident que lorsqu'on demande, si ce n'est que ça qui a été demandé, les écoles vont fournir. Et nous qui avons marqué notre surprise, je pense que nous avons déjà fourni l'essentiel de ces dossiers-là et on attend la suite. Qu'on arrive à faire signer un document comme ça à l'autorité, et c'est là où il y a la tristesse. Quand nous avons reçu le communiqué par la mauvaise pratique de communication que nous avons adoptée maintenant dans l'enseignement supérieur, par les réseaux sociaux, c'est pas normal. Quand nous avons reçu le communiqué, nous avons réagi au communiqué, et maintenant nous avons écrit à madame le ministre pour demander à ce qu'elle nous reçoive. Plusieurs parents sont revenus dans les établissements pour demander à être remboursés. Il y a des promoteurs qui ne peuvent pas aller dans les établissements dès les premiers jours de ce courrier-là. Ils n'ont pas pu rentrer dans leur établissement. Il y a eu des pertes énormes. La réaction des promoteurs, ce n'est pas une réaction en l'air. Pour ce qui nous concerne, nous, les établissements, nous sommes réunis et nous savons que quelqu'un doit payer la facture. Si c'est par voie judiciaire, ça va se faire. Mais quelqu'un doit payer la facture pour permettre à ce que lorsqu'on nomme un cadre à un poste donné, il doit savoir qu'il doit travailler pour le bien de la République. Ce qui s'est passé, on n'a jamais vu ça dans aucun pays. Ça ne s'entend même pas. D'abord, il faut comprendre ce qu'il y a. Quel est le problème? Il s'agit de la co-signature. Parce que la co-signature est une reconnaissance administrative. Ça n'évalue pas la compétence pédagogique, logistique, qualitative de l'établissement. Si vous voulez faire cette évaluation, vous vous soumettez au CAMES, qui a mis en place des structures qu'il faut pour y arriver. Actualité à l'étranger, Jean-Pierre Bemba a été déclaré ce vendredi par la CPI, Cour pénale internationale, coupable de subornation de témoins. L'instance reproche à l'ancien vice-président de la RDC d'avoir soudoyé des témoins dans le cadre d'un procès à l'issue duquel il a écopé 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Actualité congolaise encore, un dialogue national a abouti au maintien au pouvoir de Joseph Désiré Kabila jusqu'en avril 2018. L'accord qui promeut cette résolution a été signé ce mardi. Commentaire Antoinette Sago. Joseph Kabila, président de la République démocratique du Congo, va encore diriger ce pays pendant 2 ans. C'est la décision issue du Forum du dialogue national initié pour statuer sur les échéances électorales en RDC, car Joseph Kabila devrait finir son mandat le 20 décembre prochain. Cet accord a été conclu avec une frange minoritaire de l'opposition qui a participé à ce dialogue national. Il y en a qui choisissent de faire la guerre pour discuter après. Nous avons choisi de faire la paix pour éviter la guerre et épargner sur les vies humaines. Cet accord, c'est le socle pour la paix et la démocratie. Pour d'autres personnalités politiques comme religieuses, le report de l'élection présidentielle en 2018 est une décision unanime. C'est la voie de la raison qui a triomphé. C'est la voie de la sagesse aussi qui a triomphé. Et finalement, c'est le peuple qui a gagné. Oui, je pense que les accords seront respectés, c'est le souhait. Et la force d'un accord, c'est son respect. Si les accords ne sont pas respectés, cela ne fait que tomber dans le cycle de violence. Et si donc nous pensons que les accords qui viennent d'être signés seront bien respectés. Le parti de l'opposition historique en République démocratique du Congo a par contre rejeté mardi cet accord conclu qui prévoit le maintien du président Joseph Kabila au poste au-delà du 20 décembre et l'organisation de la présidentielle en avril 2018. Vous l'entendiez, l'accord a donc été rejeté par l'autre partie de l'opposition. Elle a lancé un appel à une ville morte ce mercredi, une consigne qui a été diversement suivie. Alors, je vous donne donc le rejet de l'accord de paix entre le gouvernement congolais et une partie de l'opposition de ce pays. Cet accord qui a donc été rejeté par l'autre partie de l'opposition qui a donc appelé la population congolaise à une journée de ville morte. La consigne a été diversement suivie. Le mot d'ordre de carton jaune au chef de l'État lancé par le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement a été très largement suivi à Kinshasa, mais ignoré à Lubumbashi, la deuxième ville du pays.
À Kinshasa, les rues sont restées désertes toute la matinée. Plusieurs boutiques sont restées fermées. La mégapole de quelques 10 millions d'habitants normalement grouillante et bruyante est apparue comme frappée de torpeur. Côté gouvernement, la police et l'armée ont été déployés en force autour du palais du peuple et dans plusieurs quartiers chauds. C'est-à-dire que tous ça na posta na soutien na kati mboka na biso mais c'est Kabila le 19 il doit quitter ce pays et puis ça sera toujours comme ça chaque le 19 on doit toujours marcher pour notre pays. Le maintien du chef de l'État Kabila au pouvoir est à la base de l'appel à une journée de ville morte. Au pouvoir depuis 2001, le mandat du président de la RDC expire le 20 décembre prochain et la Constitution lui interdit de se présenter à nouveau à la présidentielle. Mais mardi, la majorité et une frange minoritaire de l'opposition ont signé un accord à l'issue de pourparlers qualifiés de dialogue national, renvoyant l'élection présidentielle à avril 2018 et assurant son maintien à son poste jusqu'à la prise de fonction de son successeur. Nous, avec cette calendrier du 18 pour aller aux élections jusqu'au mois d'avril 2018, ça ne concerne pas le peuple. Nous attendons au mois de décembre, le 19 décembre, ce sera la fin du pouvoir, ce sera la fin du mandat du président Joseph Kabila. Donc, on attend le 19 décembre. Le respect de la Constitution commence par le respect de mandat du chef de l'État. Donc, 5 ans renouvelables une seule fois, point barre. C'est pour ça que M. Kabila doit comprendre qu'il n'aura même pas une minute après le 19 décembre. Dans l'est du pays, la ville de Bukavu, sur la rive sud du lac Kivu, a totalement ignoré l'appel du rassemblement. Notons que Bukavu est le fief de Vital Kamerhe, un des dirigeants d'opposition ayant participé au dialogue national et qui fait figure de favori pour prendre la tête du gouvernement dans les prochaines semaines. Aux États-Unis, Donald Trump et Hillary Clinton vont avoir leur troisième et dernier face-à-face télévisé dans cette nuit. Ils vont se prononcer sur plusieurs thèmes, dont la capacité à assumer la fonction présidentielle. Un autre sujet qui a été largement débattu durant cette campagne américaine, c'est l'énergie. Et vous allez entendre la position des deux candidats, notamment sur l'énergie éolienne. Des éoliennes installées en pleine mer, une vue commune au large des côtes européennes. Mais aux États-Unis, c'est une nouveauté. Le parc éolien de l'île de Block, au large de l'État de Rhode Island, est en construction depuis 8 ans. Et alors que le président américain se prépare à quitter le pouvoir, ces 5 turbines subissent les derniers tests. Pour ce premier projet en mer réalisé aux États-Unis, de nombreux composants ont été importés d'Europe. Mais selon la société qui gère la ferme, les fabricants américains vont rapidement refaire leur retard. Le marché émerge et l'offre s'améliore. Nous voyons que dans plusieurs États, il faudra être en mesure d'apporter de petites, de moyennes et de grandes opportunités aux entreprises américaines pour qu'elles participent à la chaîne d'approvisionnement de l'éolien en mer. Les parcs éoliens comme celui de l'île de Block pourraient permettre à l'Amérique de devenir ce qu'Hillary Clinton appelle une superpuissance énergétique propre. Après l'ouragan Matthew qui s'est abattu sur Haïti et plusieurs États du sud des États-Unis début octobre, la candidate démocrate a fait campagne avec l'ancien vice-président et militant écologiste Al Gore. La résolution de la crise climatique sera une priorité nationale pour Hillary Clinton. Son adversaire, lui, nous mènerait vers une catastrophe climatique. Selon Donald Trump, le réchauffement climatique est un canular inventé par les Chinois. Le candidat républicain préfère mettre l'accent sur les emplois dans le secteur minier et la fracturation hydraulique. Un discours qui plaît dans des États comme la Virginie occidentale, où des mines ont fermé depuis le durcissement des réglementations environnementales. Nous allons remettre les mineurs au travail. Nous allons rouvrir ces mines. Sur l'île de Block, les défenseurs de l'environnement espèrent que, même si Trump est élu, la production d'énergie éolienne ne ralentira pas. Je crois que les arguments en faveur de l'éolien en mer sont si forts qu'ils s'imposeront, peu importe l'administration au pouvoir. En 2015, les éoliennes ont produit 5% de l'électricité des États-Unis. L'éolien en mer pourrait faire grimper ces chiffres dans les prochaines années. Son futur dépend en partie du résultat de l'élection présidentielle. La Birmanie rêve de sa renaissance cinématographique.
Au cœur de ce renouveau, une école de cinéma, mais aussi un homme qui veut construire 100 salles de spectacle dans le pays d'ici 2 ans. Reportage. À l'ombre de la célèbre pagode Shwedagon de Rangoon, Maïti et son équipe sont en plein tournage. Réalisateur en Birmanie depuis 30 ans, il se souvient d'une époque où les scénarios devaient passer la censure militaire. Mais aujourd'hui, avec un gouvernement démocratiquement élu, le cinéma birman peut entamer sa renaissance, malgré les ravages de 50 ans de junte. Ils ont fait tout ça délibérément, pour nous empêcher d'avoir une éducation. Ils ont tout fait pour que nous n'apprenions pas à faire des films. Comme de nombreux secteurs, l'industrie cinématographique birmane a atteint son âge d'or dans les années 50. Le pays comptait à l'époque 400 cinémas, dont seule une cinquantaine a survécu. Mais un homme d'affaires birman a décidé de relancer le secteur. Il veut construire 100 salles à travers le pays d'ici 2 ans. Pour voir des films, les gens doivent venir en ville. C'est compliqué pour eux. Ils doivent prendre le bus, ça leur prend beaucoup de temps, et tout ça juste pour voir un film. Malgré l'arrivée d'un gouvernement civil, les sujets sensibles comme l'armée ne passent toujours pas la barre de la censure. La jeune génération réclame l'abolition des restrictions et plus de moyens pour se former. À l'école de cinéma de Rangoon, les aspirants réalisateurs cherchent l'inspiration dans les grands classiques du cinéma mondial. Si on s'unissait et qu'on travaillait tous ensemble, on pourrait avoir une industrie du film birmane qui soit compétitive en Asie du Sud-Est. Le directeur de l'école a réuni récemment des centaines d'acteurs, réalisateurs et producteurs birmans pour discuter de l'avenir du secteur. Un forum intitulé « Le temps du changement ». Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, et sur notre site internet benet-eden.tv. Merci de nous avoir suivis.